Alors, j'ai parlé d'architecture parce que c'est la seule chose dont je sache parler. Le thème, c'était la restauration, la réhabilitation, et je suis resté très fidèlement dans ce thème, que j'ai voulu illustrer par 6 exemples d'architecture, 6 exemples de projets assez différents les uns des autres, 3 qui avaient été faits par Arte, donc ma boîte, et 3 qui avaient été faits par des confrères, des gens que j'aime bien ou que j'admire, et qui étaient assez différents les uns des autres. J'avais prévu un peu large, ce qui fait que j'ai dû réduire mon propos, parce que au bout du 2e projet, on m'a fait comprendre que si je continuais comme ça, j'allais utiliser toute la matinée. J'ai donc été obligé de passer assez rapidement à l'un des derniers exemples que j'avais choisi. Les 2 premiers, c'était de l'immobilier du tertiaire, assez différent l'un de l'autre, puisque le premier, c'était en fait, il y avait une lutte pour sauver un bâtiment qui était menacé de destruction et qui avait énormément d'intérêt architecturalement et historiquement, puisque c'était Raymond Lopez qui les avait fait. Le deuxième, c'était un bâtiment, l'Imprimerie nationale, donc un bâtiment industriel qu'il fallait reconvertir dans un tertiaire un peu chic. Je n'ai pas parlé de la rue Sainte-Cécile, une opération assez amusante que j'avais fait avec Meunier Promotion à l'époque, qui voulait reconvertir pour la BNP un site existant sur 3 bâtiments. C'est une belle aventure. J'ai parlé de la Maison des Avocats qui a abrité donc l'Ordre des Avocats de Nantes dans un bâtiment précédemment destiné à essayer des moteurs de bateaux. C'était en effet un peu amusant de pouvoir recaser les avocats de Nantes qui étaient dans un hôtel particulier en plein centre-ville, dans ce bâtiment très industriel. Mais ils ont joué le jeu et aujourd'hui, d'autres avocats viennent les voir pour leur demander comment ils pourraient faire pour trouver une image de marque un peu rénovée comme celle qui a été produite à cette occasion. Je n'ai pas parlé du dernier projet qui pourtant me tenait à cœur, qui était un projet de Bruno de Caris, qui est architecte en chef des monuments historiques, qui n'a donc aucune espèce de timidité pour trousser les vieilles dames, et qui a fait à Louviers un projet formidable, puisqu'il a réhabilité le couvent, un couvent qui était l'un des seuls en Europe à avoir un cloître sous lequel passait de l'eau. Et il a fait une intervention extrêmement moderne autour de ce bâtiment ancien, et c'était amusant de voir, parce que je n'ai pas eu l'occasion de montrer, les deux chantiers, le chantier extrêmement moderne avec des grues, etc., et puis le chantier où on a retaillé de la pierre, où on a refait des charpentes en bois, etc. Je pense que j'avais réussi à faire un peu un panel, et que malgré tout, bien que je n'ai parlé que de 3 exemples, j'ai réussi à montrer que chaque réhabilitation est une aventure architecturale, humaine et historique. Je voulais dire simplement que j'ai une conviction que les mobilités transforment la ville. Les mobilités transforment la ville parce que l'histoire le montre, et d'ailleurs c'est ce que j'ai voulu expliquer à l'Assemblée. Et je pense que la théorie de la séparation des modes de transport a été quelque chose de terrible pour les gens. Et cette théorie de la séparation, telle que je l'ai montrée, j'ai montré aussi qu'elle créait l'isolement, c'est-à-dire elle créait le zoning de territoire. On a sectorisé les territoires, on a dit là on habitera, là on commercera, là on échangera, etc. Donc moi je crois que ça y est, nous sommes partis dans une autre politique, une autre ère qui est de dire partageons les choses, c'est-à-dire partageons ce grand dialogue de la ville. La ville, c'est la dialectique entre l'espace mobile et l'espace immobile. Eh bien, dans l'espace mobile, c'est-à-dire l'espace où on se déplace, on échange, eh bien, ça y est, on a partagé les modes. On a ramené le tramway dans la ville, on a ramené le vélo dans l'espace public, on a ramené la voiture à sa place, le piéton, bien entendu.
Dans l'espace immobile, celui de l'immobilier immobile, eh bien, on va commencer de nouveau à retrouver, à mélanger les fonctions, c'est-à-dire à chaque fois qu'on dira là on va pouvoir habiter, eh bien, au rez-de-chaussée ou ailleurs de l'immeuble, on dira il faut des commerces, il faudra des bureaux, etc. Il faudra penser aussi à mélanger les générations, c'est-à-dire que ce qui est intergénérationnel, c'est tout à fait déterminant. Les jeunes ont besoin des moins jeunes et réciproquement. Donc cette notion de mélange, en réalité, que ce soit de l'espace public ou de l'espace immobile, c'est déterminant pour notre avenir. C'est déterminant pour notre avenir parce que on a besoin de se rencontrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mobilités d'aujourd'hui, ce choix extraordinaire que nous avons à se déplacer très rapidement grâce à la grande vitesse, lentement grâce aux piétons, aux vélos, etc. Autour de ces hauts lieux de mobilité que, par exemple, j'expliquais dans le Grand Paris, eh bien, on va pouvoir démontrer par des démonstrateurs urbains qu'on pourra faire autrement, de façon mélangée, de façon partagée et de façon économe. Parce que tout ça est tout à fait guidé aussi par l'économie pour tout le monde et non pas, comme nous l'avons fait depuis 50 ans, par un étalement des villes qui génère un surcoût considérable de l'eau, des réseaux, de l'énergie et bien entendu de la fiscalité. Donc partager, mutualiser, c'est vraiment le message que j'ai voulu donner. En quelques lignes, ça s'est déroulé en plusieurs temps. D'abord, il y a le constat du long terme où tout le monde est d'accord pour prendre une direction dite de changement. Donc on sait très bien que les modes de consommation actuels ne sont pas une solution à terme. Et grâce ou à cause de la réglementation qui fait bouger les mentalités, en même temps qu'un mouvement sociétal d'ailleurs, aujourd'hui on doit toujours équilibrer entre un idéal à terme et donc quelque part une forme d'utopie, mais souhaitable, et nos contraintes pragmatiques à court terme. Donc les choses étant quand même davantage écoutées aujourd'hui par l'ensemble des intervenants, des partenaires, même de la société, on peut considérer que des systèmes, des avancées sont possibles. Donc on a travaillé en deux temps. Premier temps, les solutions évolutives qui sont déjà en place à travers des cas concrets. Donc les cas concrets, on les a vus aussi bien dans la réhabilitation, dans le neuf, dans le mixte, dans la réhabilitation de quartier, où, encore une fois, sous le poids de la modification des enveloppes qui donnent des bâtiments plus performants, ça c'est grâce à la réglementation, ça permet de mettre en place des systèmes plus performants, synonymes d'économie d'énergie, de meilleur rendement. Je prends un exemple que tout le monde connaît. Aujourd'hui, on peut alimenter les émetteurs terminaux directement depuis une nappe géothermique, sans intermédiaire. De même manière, par le jeu de la mixité des usages, on peut transférer des calories. Et par exemple, c'est l'exemple qui a été choisi sur le ministère de la Défense à Ballard, le refroidissement des data centers permet de chauffer les bâtiments. Ça, c'est le premier temps. Oui. Quelles sont les nouvelles technologies auxquelles les thermiciens aujourd'hui peuvent avoir droit, sur lesquelles ils peuvent compter pour aller au-delà de tous les équipements qui existent aujourd'hui? Alors les choses bougent. Je pense par exemple, comme des surinvestissements sont quand même possibles, soit à titre d'amélioration qualitative, soit pour des effets quantitatifs à qu'on peut mesurer. Ça permet notamment je prends l'exemple des thermofrigopompes. Il y a quelques années, on parlait simplement de pompes à chaleur. Elles sont devenues réversibles. Et aujourd'hui, on parle de thermofrigopompes, 2 tubes, 4 tubes, 6 tubes, voire 8 tubes. C'est des choses que les constructeurs imaginent, on les met au point ensemble par rapport à nos besoins. Ce sont des solutions qui n'existaient pas et qui sont livrées par plusieurs marques aujourd'hui.
quel est le message le plus fort que vous avez voulu délivrer aux participants à ces journées? Alors, comme l'objectif à long terme est souhaitable, mais qu'il présente de grosses difficultés au niveau du chemin à parcourir, il nous semble que le meilleur atout, c'est la flexibilité. La flexibilité, on la voit en deux temps. D'abord, il faut savoir accéder aux énergies renouvelables. Et là, on a une approche matricielle, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher des énergies renouvelables qui ne sont accessibles que par des grands systèmes centralisés, type réseau urbain par exemple. Mais, et ça on ne peut pas, à mon avis, y échapper, il y a cette notion de troisième révolution industrielle où la ligne du parti, la ligne directrice, c'est que chaque utilisateur, chaque bâtiment doit pouvoir devenir une mini-centrale énergétique. Alors là, on raisonne sur des systèmes de petite taille qui sont en devenir, qui sont en prototype, et au niveau de leur maturité, de façon à avoir une fabrication industrielle et des prix raisonnables, c'est cette approche matricielle qu'il faut être capable d'accueillir. Aujourd'hui, pas forcément mûre, néanmoins, elle frémit, on le voit même au niveau international, et donc là, il y a des grands atouts. Flexibilité et approche matricielle. La base, certaines énergies renouvelables accessibles uniquement, grosse géothermie, grosse biomasse, incinération d'ordures ménagères, et de l'autre côté, le petit éolien. On a vu un confrère qui présentait un éolien spécifique. Il faut être capable d'accueillir les solutions futures. Alors, mon intervention pendant les rencontres Hydrotis à Saint-Pétersbourg et Moscou portait sur la transmutation des actifs. Un grand mot, en fait, de l'alchimie, comment faire passer les actifs d'un état à un autre et transformer en fait les actifs en valeur durable. Le premier point important, c'était de montrer que l'obsolescence de l'immobilier est rapide. Et j'ai montré avec quelques exemples la façon dont un château fort vivait 1000 ans, depuis 1000 ans, et pouvait vivre encore 1000 ans, alors qu'un actif, par exemple, des années 60, en avait vécu une cinquantaine, et était voué à soit une démolition, soit une restructuration très lourde pour vivre encore une trentaine d'années. Et c'était encore pire pour les plateformes logistiques. Le deuxième point, c'était le changement de pratique des usages. On est passé d'ateliers, de petits bouclards très simples à des espaces beaucoup plus structurés dans les années après-guerre, puis les années 60 avec les premiers open space. Et ensuite, on est passé à des espaces très structurés, puis à nouveau des open space dans les années 90-2000. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir ce que ça va devenir avec l'augmentation de la fluidité de la technologie qui nous permet de partir et de faire du télétravail. Le troisième point, c'était de montrer que la réglementation est aussi un accélérateur de l'obsolescence. La réglementation augmente tous les jours. Les pratiques réglementaires se renforcent, donc ça devient très compliqué pour tout le monde de faire de l'immobilier et de le valoriser dans le temps. Alors, de tous ces points, j'ai fait un exemple sur le produit de l'automobile en disant qu'il y avait un parallèle entre un produit automobile qui était un produit où il fallait avoir un certain nombre de critères pour le concevoir, l'acheter et l'exploiter, un peu comme un immeuble, puisqu'il faut également le même type de critères qui sont le coût, l'image, l'entretien, la vertu, la puissance, la sécurité, tous ces éléments. Et donc, j'ai fait ce parallèle pour montrer qu'aujourd'hui, un immeuble était vraiment comme une automobile, voire même comme un ordinateur où il fallait à la fois un très bon hardware et un très bon software. Un immeuble, il faut à la fois un très bon immeuble, une structure intrinsèquement de qualité, mais en même temps beaucoup de services dedans pour que vis-à-vis des utilisateurs et vis-à-vis des gens qui utilisent l'immobilier, eh bien on crée de la valeur par les services, d'une certaine manière, qu'on apporte à l'intérieur. La restauration, le sport, la conciergerie, du service à la personne. Donc après ces deux parallèles, j'ai insisté sur le fait que la seule moyen à toutes ces questions d'obsolescence, de changement des pratiques, de réglementation et de produits, finalement, bien, il fallait sans doute créer de la plasticité. C'est le concept que je voulais que les gens emportent d'ici. La plasticité immobilière, à savoir, soyons intelligents et créons des objets flexibles qui pourront évoluer dans le temps et qui pourront partir vers d'autres destinations, d'autres usages dans le temps.
Voilà en gros ce à quoi je suis arrivé, en espérant que tous les participants emmèneront ce concept de la plasticité immobilière dans chacun leur métier et leur filière. Je suis venu dire que les signes du changement étaient visibles maintenant et que le moment était venu de s'engager résolument dans ce grand programme de rénovation énergétique des bâtiments et de construction durable. Ce n'est pas la méthode Coué que j'ai pratiquée, c'est une observation montrant que la société se transforme, que le cap a été fixé par le gouvernement en 2009, voté par le Parlement, repris ensuite par la nouvelle majorité au moment de l'alternance présidentielle. Nous savons que nous avons un horizon 2050 et que pendant ce temps, c'est l'ensemble des bâtiments construits et à construire qu'il nous faudra traiter. Nous voyons aussi l'émergence d'évolutions profondes dans les professions, le travail ensemble, une rigueur accrue, un début de recherche, de développement sur de nouveaux modes constructifs, bref, un chemin de transformation. Dans le même temps, l'État se fait modeste, fixant la perspective, mais laissant aux acteurs le soin de mettre en œuvre les moyens utiles. Nous voyons aussi que localement, sur les territoires, les initiatives se multiplient. Ici, des clusters éco-construction, éco-rénovation, là, des conseils régionaux qui s'emparent du sujet. Ici encore, des groupements d'entreprises qui se forment pour faire face à ces nouveaux défis. Bien sûr, tout cela n'est pas simple, tout cela va demander du temps, mais l'on sait que les ménages, les entreprises vont prendre ce chemin des immeubles sobres en énergie parce que, à côté de l'économie d'énergie, à côté de la réduction de la facture, il y a la grande question de maintenir la valeur des patrimoines et de faire en somme en sorte que l'épargne disponible soit investie dans ces biens pour maintenir leur valeur. C'est le grand défi que nous avons à porter ensemble. Il faut que nous soyons confiants dans cet avenir. Les entreprises ont tous les atouts pour réussir ce beau programme. J'ai eu le plaisir de présenter Weeby, une jeune start-up innovante capable de définir un produit basé sur l'énergie éolienne. En fait, une cheminée à vent dont le concept est de fournir de l'électricité à partir d'un produit placé en haut des toitures des bâtiments et basé sur la dépression que le vent produit en venant lécher les façades des bâtiments et venant développer de l'électricité au travers d'une éolienne à axe vertical placée dans la partie supérieure des bâtiments. Nous avons vécu, nous vivons actuellement une belle expérience parce que ensemble, nous développons un produit qui apporte d'une part une réponse énergétique douce. En fait, il s'agit de produire de l'électricité tout le long de l'année à raison de 50% du temps d'affectation. Il s'agit également d'avoir un produit durable dans le temps et il s'agit enfin d'apporter une réponse aux demandes BEPOS que les clients attendent. Alors, ce produit est innovant parce que d'une part, il n'est pas lié à une production venant de pays émergents. Ce produit est né d'une réflexion extrêmement pertinente destinée à utiliser l'énergie au cœur de la ville, près des bâtiments, à un endroit où effectivement on exploite les perturbations urbaines. En fait, Weeby apporte une solution locale qui permet de produire au cœur des bâtiments une énergie qui peut être utilisée de façon instantanée, aussi bien pour les besoins du bâtiment que pour les besoins du quartier, ce qui effectivement correspond à l'attente que l'on a du BEPOS, où on produit au cœur de la ville et au cœur du bâtiment.
Alors, le thème était aujourd'hui, quel devoir de résultat avons-nous? Et cet engagement peut-il être source de progrès pour les acteurs du bâtiment? Alors, il est bien évident qu'on a un devoir de résultat. Il y a une demande sociétale aujourd'hui qui veut qu'on lui apporte les 50 kWh qu'on lui a promis. Ça se traduit par l'émergence d'une exigence juridique qui fait que prochainement, le respect de la RT 2012 deviendra un risque décennal pour nos professions et nos assureurs sont très vigilants là-dessus et de façon à ce que ce risque soit bordé et ne conduise pas à des recours abusifs qui pourraient coûter très cher à la profession. Concernant les engagements, il est évident qu'ils peuvent être de trois ordres. Le premier, c'était effectivement un engagement sur les résultats conventionnels qu'exige la RT 2012, mais il peut y avoir des engagements plus importants de type contractuel, comme la GPEI qui a été développée dans le cadre du plan bâtiment durable et de la fondation bâtiment énergie, et la garantie de résultat qui, elle, est en kilowattheure au compteur et qui se fera, elle, dans le cadre d'un CPE. Tous ces engagements nécessitent de la part des acteurs, et je parlerai là aujourd'hui surtout de l'ingénierie, nécessitent de la part des acteurs une plus grande rigueur, un travail plus approfondi pour réellement pouvoir assurer ces engagements. Par exemple, si on parle de la RT 2012, il s'agira que la RT 2012 elle soit calculée dans de bonnes conditions, mais aussi que tous les acteurs du bâtiment tiennent compte de ce qui a été pris en compte dans le calcul, comme les épaisseurs d'isolants et la mise en œuvre de ces isolants. Dans le cadre, je reparlerai de l'engagement de résultat, donc les CPE, les contrats de performance énergétique. On sait que c'est un type de contrat qui est assez compliqué et qui, si on veut faire des CPE sur des petites réalisations, et ce serait source de développement de la réhabilitation, si on veut faire des CPE sur les petites installations, il faudra que ces CPE soient extrêmement bien préparés par le maître d'ouvrage et il aura besoin d'une AMO forte, technique, pour lui préparer ces contrats de performance énergétique que les sociétés d'efficacité énergétique pourront, elles, s'approprier en vérifiant un petit peu les données qui ont été préparées par cette AMO et pour pouvoir s'engager. L'ADEME, à ce sujet, a mis en place des formations pour les bureaux d'études, pour les préparer à cette AMO de CPE. Le message principal, c'est qu'il faut travailler ensemble, équilibrer les choses pour vraiment réfléchir à la réalisation pour le confort des usagers. Et ce confort des usagers, c'est bien sûr de l'économie d'énergie, mais c'est aussi de l'économie financière. Et malheureusement, souvent, avec l'économie d'énergie, on n'aura pas toujours une vraie économie financière. C'est vrai qu'avec l'économie de, par exemple, 50% d'énergie, ça sera seulement 25% d'économie financière. Mais on gagnera en CO2, on gagnera dans le confort, et c'est cet équilibre-là qu'il va falloir gagner. Ce que j'en retiens essentiellement, c'est ce que me disent les invités. Et les invités viennent vers moi en disant qu'ils ont rarement l'occasion d'échanger entre acteurs complémentaires du bâtiment. Les invités représentent des entreprises parfois familiales, de moyenne taille, parfois des entreprises très importantes nationales, et puis des entreprises internationales qui agissent dans différents pays, notamment en Russie. Ce qu'ils me disent, encore une fois, c'est que les réunions sont fréquentes entre les bureaux d'études, les réunions sont fréquentes entre les architectes, entre les installateurs, mais il est rarissime qu'une organisation permette à ces différents métiers d'échanger
sur tout ce qui constitue les solutions techniques et les idées qui feront que demain on construira mieux, et les idées qui nous permettront également de rénover l'énorme parc qui correspond à un puits de business fantastique. Alors l'aspect chiffre d'affaires, bien évidemment, est sous-jacent, mais il n'est pas mis en avant. Ce qu'on cherche, et ça a été dit à plusieurs reprises, tant par les architectes que par les constructeurs, c'est de mettre l'utilisateur, l'usager ou le consommateur au centre quand même de ses préoccupations, parce qu'il n'y a pas que des problèmes techniques à gérer, il y a également le confort et le bien-être de l'utilisateur au sein de tout ça. Pouvez-vous nous dire quelques mots d'Hydrotis? Alors Hydrotis est une association qui a été créée en 1990. Elle est constituée aujourd'hui de 14 industriels qui sont complémentaires dans le second œuvre du bâtiment. Et quand je dis second œuvre du bâtiment, un événement particulier est venu un peu changer cette philosophie, puisqu'au départ, Hydrotis, c'était le confort par l'eau, l'eau chaude et l'eau froide. On a accueilli des gens du sanitaire, puis on s'est tourné de fait par rapport à l'évolution que constitue la réglementation, l'observation qu'on peut faire du bâti en même temps qu'on raisonne sur les équipements, et on a accueilli des gens du bâti, de l'isolant par exemple, ce qui nous permet d'avoir une vision plus globale de tout ce qui est construction. Alors Hydrotis est constitué de 14 membres, comme je l'ai déjà dit, est constitué essentiellement, et ça c'est l'âme essentielle de cette association, de commissions régionales, et nos collaborateurs se réunissent en région pour organiser soit des manifestations, soit des démarches auprès des prescripteurs au sens large, et pour porter, je dirais, la bonne parole en matière d'évolution des systèmes. Quels sont les projets d'Hydrotis? Les projets d'Hydrotis, c'est de continuer à bien porter ces projets, justement, toujours dans un esprit de progression qualitative. On a en face de nous des interlocuteurs qui cherchent à obtenir des messages sur les évolutions systèmes, sans pour autant que ça revête un caractère strictement commercial. On veut porter la parole, dire « nous avons la conviction que les systèmes qu'on a développés pour vous correspondent à une attente de vos clients au sens large, et on y arrive plutôt bien. » Donc l'objectif, en toute humilité, c'est de continuer à progresser gentiment avec 14 industriels qui s'investissent dans cette activité.